d'abord remercier Dominique Chandéris et Sylvain Ravy qui m'ont demandé de venir faire cette présentation. Alors moi, je ne vais pas faire le même type de présentation que Jacques et Alain. C'est pour ça que je vais... Dominique et Sylvain, mais je vais y arriver avec le curseur en même temps, m'ont demandé un petit peu de faire une présentation de Jacques Friedel, de situer Jacques Friedel un peu sur sa vie, mais aussi surtout de se positionner par rapport au professeur, à l'enseignant-chercheur, et donc de donner aussi une vision un peu recherche, mais là, Sylvain, et toute la journée, vous en aurez beaucoup plus que ce que moi je peux dire, mais aussi de cette vision du professeur et de l'enseignant. Alors, évidemment, comme tout le monde, j'ai lu le bouquin, donc merci Dominique, merci Sylvain, parce que je suis physicienne, donc bien sûr je connaissais Jacques Friedel, et en lisant Graines de mandarin, je me suis aperçue que finalement je ne le connaissais pas bien. Je connaissais Jacques Friedel de renom, ce grand homme scientifique, en tant que scientifique, chercheur et enseignant, on verra effectivement les grands traits, ça je connaissais. Mais finalement, j'ai trouvé un enseignant encore plus passionné, soucieux de l'avenir de ses étudiants, un homme de conviction, un homme visionnaire dont les batailles restent aujourd'hui encore d'actualité. Et c'est ce que je vais un petit peu essayer de vous montrer. Et les réflexions de ce grand homme ont pour moi, quand j'ai lu le livre, eu un écho tout à fait particulier par rapport au contexte. Alors, je lance en même temps. La souris a un peu de mal, mais on va y arriver. Voilà. Donc, je vais juste commencer par, puisqu'on m'a demandé, Monsieur Friedel, Jacques Friedel, il est quand même issu d'une lignée assez exceptionnelle. C'est effectivement un physicien des solides. On l'a dit, Jacques l'a dit, X-Mines, qui fut donc école polytechnique. Mais dans la famille, vous allez voir qu'on n'entre pas à l'X n'importe comment. Jacques Friedel déclara, se comparant à ses ancêtres E major, qu'il dut se contenter à l'entrée du rang bien peu époustouflant, je cite, de quatrième. Il aura pourtant été, pour d'innombrables physiciens, chimistes, biologiste, et on pourrait dire etc., respecté de tous, un vrai modèle d'esprit scientifique, de clarté pédagogique, de rigueur morale et de quête humaniste. Donc cette grande famille que celle des Friedel, on va voir qu'effectivement elle était en lien fort avec l'école polytechnique. Si je me cantonne au niveau pure verticalité, donc je ne reviens pas sur Jacques, mais ensuite je vais passer petit à petit à son père, à son grand-père. Donc on voit Edmond, promo X 1914, c'était un grand minéralogiste, directeur de l'école des mines de 1944 à 1963. Puis Georges, X 1885, le génial découvreur des cristaux liquides. Et par contre, nul ne sait comment, Charles, chimiste à qui l'on doit quand même la célèbre réaction qu'on connaît tous, Friedel-Crafts, lui a pu échapper dans les années 50 à cette force du destin, puisqu'il n'était pas X. Au même niveau de la descendance de Jacques Friedel, on va retrouver Paul, promo 1976, beaucoup plus récent, et puis par contre l'autre fils qui est Jean et qui lui a fait partie dans une carrière de médecin. Alors son parcours académique, il fut donc X-Mines, je ne vais pas y revenir, mais quittant le corps des mines vers 1961, et là il envisagea de faire une thèse. Et pour illustrer ça, effectivement, on s'est beaucoup nourri de lettres qu'il a écrites ou de fameux textes qui sont sortis lorsqu'il a eu sa Grand Croix de la Légion d'honneur. Et là, comme il répondait à chacun, vous l'avez pu le remarquer, ça c'est la lettre que Jacques Friedel a envoyée en réponse à Christian Marbach suite à son article sur justement sa Grand Croix. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je pense que comme beaucoup de corsards, pendant et juste après la guerre, je dois beaucoup au décret Suquet qui obligeait dès mai 1939 les corps techniques de l'État à affecter à la recherche 10% de leur personnel. Dans ma propre famille, mes cousins, Jean et Charles Crussard, en ont profité avant la fin de la guerre. Et c'est ce qui m'a conduit à débuter ma recherche en 1948 dans le petit labo de Crussard à l'école des mines de Paris. » Alors, juste un mot, qu'est-ce que c'était que ce décret Suquet ? On va pas... Mais c'était un décret qui avait permis à cette époque aux élèves de l'école polytechnique en particulier, mais pas que, d'être affectés à une recherche scientifique de leur choix pendant 4 ans, sans perdre leur sol et sans perdre tous leurs droits. Louis Suquet était lui-même un X-Pont, collaborateur, pour ceux qui connaissent, et ça va leur évoquer des choses, proche de Fulgence Bienvenue, et directeur de l'école des ponts. Et il était désireux d'envoyer, je cite, « le plus de corsards possible en laboratoire ou sur les chantiers ». Voilà.
Jacques Friedel partit donc faire une thèse ensuite à Bristol, grâce justement à ce décret. Il a pu faire une thèse à Bristol chez évidemment Neville Francis Mott. Et là, il disait, pour progresser dans la théorie, il fallait que j'apprenne la mécanique quantique. On rentre dans le 20e, 21e siècle. Et que je l'applique à des cas concrets de défauts dans les cristaux métalliques. La seule personne capable de m'offrir cette clé était Neville Francis Mott, ami de Charles Crussard. J'ai alors passé 3 ans à Bristol, en suis revenu ayant maîtrisé la technique de la structure électronique des alliages métalliques, mon PhD dans la poche, mais aussi la nouvelle science des dislocations expliquant la plasticité des cristaux, où Bristol était en pointe avec Charles Franck. Donc Jacques Friedel a donc obtenu son doctorat à l'université de Bristol en 1952 sur la structure électronique des impuretés dans le métaux. Et puis en plus, il établit, entre autres, mais quelque chose que l'on a tellement connu, la présence dans les métaux d'oscillations de la densité des électrons autour d'un atome étranger. Ce seront bien sûr les oscillations de Friedel, qui sont enseignées depuis lors dans tous les cours de physique du solide de par le monde. Ce n'est pas tout. En 1952, il épouse aussi Mary Winifred Horder, qui est la sœur cadette de l'épouse de Neville Francis Mott. Et en 1954, il présenta à l'Université de Paris une thèse d'État. Il se souvient dans Graines de mandarin, qu'il a écrit en 1994, que le jury, je cite, « gentil mais peu compétent, bavarda pas mal pendant sa soutenance ». Je voudrais insister sur ce retour en France et la continuité, le passage de sa thèse d'État. Il faut savoir que dès son retour en France, continuer à faire de la recherche, je rappelle qu'il était ex-mine, et donc se diriger vers une carrière universitaire. Et c'est là que commence vraiment sa bataille et ses convictions. Eh bien, ça n'a pas été chose facile. Son père, comme l'ensemble du corps des mines, trouvait, je cite, que refuser une carrière quasi assurée et honorable dans une école d'ingénieurs pour un avenir universitaire plus qu'aléatoire était une folie et de l'irresponsabilité pour quelqu'un comme lui. Et c'est Paul Lacombe qui succédait à Charles Crussard à l'école des mines, et je le citais parce que Paul Lacombe, on le connaît bien aussi à Orsay, puisqu'en 60, il a été un des pionniers à Orsay dans tout ce qui est essor de la chimie organique et celle aussi des matériaux du solide, on retrouvera. C'est donc Paul Lacombe, entre autres, qui a permis à Jacques Friedel de poursuivre ses travaux et de passer cette thèse d'État. Alors, en 1956, il devient maître de conférences de physique, lié en fait à l'époque à la première année de médecine. Dans sa mission, dans la fiche, c'était vraiment très lié. Et à la faculté des sciences, à l'époque, de l'université de Paris. Mais ce poste n'arriva pas facilement et pas tout seul. Jacques Friedel côtoya alors de grands noms, et j'en oublie sûrement, mais je voulais en citer certains, donc comme Paul Lacombe, mais aussi Yvette Cauchois, André Guigné, Pierre Aigrin, toutes ces personnes que l'on va retrouver par la suite et qui ont compté dans la vie de Jacques Friedel et de l'université. Toujours dans Graines de mandarin, il écrit « Emmanuel Grison me demanda de devenir conseiller de son laboratoire de métallurgie au CEA de Saclay. Le contact avec Saclay se révélera de loin le plus stimulant. » Et il ajoute un peu plus loin dans le texte « Chaque semaine, je partais pour la journée. » Voilà, Paris-Saclay, déjà, la distance et les chantiers, et il raconte beaucoup de choses sur cette installation. Il a fallu qu'il reçoive une proposition d'une chaire de professeur titulaire à l'université de Birmingham pour que le doyen Pérez de l'université de Paris à l'époque ouvre une conférence de physique du solide qu'il obtint en 1956. En 1955, grande année pour nous, puisque c'est la création avec Pierre Aigrin et André Guigné du fameux DEA de physique du solide qu'on connaît tous, qui dure donc depuis 50 ans. Pour Jacques Friedel, le succès de ce DEA se mesurait, je cite, à la facilité de répartir pour leur thèse les étudiants titulaires du DEA dans divers laboratoires, universitaires, industriels ou d'organismes. Autant que je sache, je continue à citer, c'est lui, aucun de ses premiers étudiants n'est devenu chômeur. Il rappelle donc en 2013, à l'occasion de la remise de sa Grande Croix de la Légion d'honneur, que, dès le début, il a formé plus d'une 50aine d'étudiants par an, dont
nombre de X de normaliens qui ont pour la plupart fait ensuite des thèses dans les laboratoires tant industriels qu'universitaires. Il affichait donc déjà clairement l'objectif d'attirer des étudiants de tous horizons, universitaires français, étrangers et élèves de grandes écoles. Dans ces années-là, se développe effectivement à Orsay, Saclay, ce qu'on appelait déjà à l'époque, et il le cite dans le livre, une Silicon Valley à la française, en particulier sous l'impulsion de Frédéric Irène Joliot-Curie et bien sûr aussi d'Yves Rocard. En 1946, naît sur le campus le CNRS de Gif, à l'initiative de Frédéric Joliot, alors directeur du CNRS, qui est d'abord consacré à la biologie et aux sciences de la vie. Puis, deux événements notables allaient être à l'origine du centre orsayien, plutôt ici dans la vallée. D'une part, la création du centre du CEA de Saclay sur le plateau en 1950, autour de nouvelles machines capables d'impulser des recherches en physique nucléaire. Et d'autre part, le démarrage du CERN, avec la décision de la France en 1954 d'assortir sa participation au CERN d'un développement de sa propre recherche en physique nucléaire. Irène Joliot-Curie propose alors la création du laboratoire de physique nucléaire dont les travaux commencent en 1955. Elle mourut en 1956 et c'est Frédéric Joliot qui en fut le premier directeur. Et puis démarra l'histoire du campus d'Orsay avec effectivement la construction du LAL, les premiers faisceaux, etc. Ces propositions de Frédéric Joliot en mars 1955, le décret signé par Edgar Faure, qui était à l'époque président du Conseil, et puis Jean-Marie Berthoin, qui était ministre de l'Éducation nationale, tout ça a créé l'autorisation d'acquérir par l'Université de Paris le domaine de Launay à Orsay, mais aussi une partie de domaine Fould à Bure-sur-Yvette et la ferme du Moulon à Gif-sur-Yvette. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé ce domaine dit campus universitaire, qui était d'une part pour le CNRS, le CEA et à l'époque la faculté Université de Paris. Alors Jacques Friedel, je voulais juste dire que le premier responsable de ce centre, eh bien, ça a été le professeur André Grignier, professeur de physique d'Orsay, et on voit tout de suite le lien que l'on va faire directement. Donc Jacques Friedel rejoint le site de la faculté des sciences d'Orsay en 1959 comme professeur de physique des solides. Il fonde avec André Grignier et Raymond Castin, comme on l'a déjà dit, le laboratoire de physique des solides en faisant, je cite, un pot commun des crédits que chacun recevait, ce qui était une grande première à l'époque. Jacques Friedel était dans cette période, le décrit dans le chapitre « Orsay les 10 glorieuses » dans son livre, et il disait « Nous rebâtissions littéralement l'université française ». En 1965, un autre événement important dans la structuration de la recherche a été, ce qu'a dit Alain, la création par Pierre Jacquinot, professeur de physique à Orsay et alors directeur général du CNRS, donc on voit bien les liens très forts, des unités mixtes de recherche placées sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais via à la fois les universités et le CNRS. André Grignier et Jacques Friedel ont en effet demandé en 1966 à Pierre Jacquinot, directeur du CNRS, je cite, de considérer leur laboratoire comme un tout, et ça c'était important à l'époque, cette idée de tout, ainsi que le faisait l'université. Le LPS est alors associé au CNRS, en effet en tant que laboratoire associé numéro 2, le LA2, qui est l'ancêtre des unités mixtes de recherche. Dès 1961, Pierre-Gilles Degène, que suivait Jacques Friedel déjà depuis plusieurs années, rejoindra le LPS sur un poste de maître de conférence. Et 10 ans plus tard, Albert Fert rejoint aussi le LPS. Lorsque Pierre-Gilles Degène, qui avait été son élève, apprit que le prix Nobel de physique venait de lui être décerné, sa première réaction fut de déplorer que Jacques Friedel ne l'ait pas reçu avant lui. Le laboratoire Aimé Cotton vint s'installer à Orsay en 1967 à l'initiative de Pierre Jacquinot. En physique théorique, je voulais vous montrer un petit peu que Jacques Friedel était vraiment à la pointe et on lui doit beaucoup, mais il y a eu une dynamique grâce à ces grands scientifiques sur Orsay, et c'est vrai que cette dynamique a fait ce que l'Université Paris-Sud et en tout cas la Fac des Sciences est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais faire le tour de tous ces grands noms de la physique, en particulier qu'a côtoyé Jacques Friedel, qui ont monté le laboratoire de physique théorique et aussi physique des plasmas, avec bien sûr Maurice Lévy et Jean-Loup Delcroix. En électronique, l'IEF qui sort de terre avec son premier patron Pierre Grivet, et puis qui a personnellement
également initié ses recherches sur la spectrographie RMN, qui peu à peu, par Michel Sauzanne, a créé une nouvelle unité qui était l'unité de recherche en résonance magnétique médicale. Tout ça, c'était l'émergence de la physique d'Orsay, dans laquelle Jacques Friedel a joué un rôle énorme au milieu de ses grands renoms scientifiques et ses grands laboratoires. En 1970, le LPS fut transféré effectivement, il a démarré dans la vallée, au bâtiment 210, certains ont peut-être connu, et c'est qu'en 1970 qu'il a été transféré au 510 sur le Petit Plateau. Il attirait déjà de grands noms, comme André Blandin, qui était un des premiers doctorants de Jacques Friedel et dont l'amphithéâtre porte le nom aujourd'hui. Jacques Friedel était aussi donc un enseignant convaincu, qui portait une attention soutenue à ses élèves, ses disciples, en les orientant, mais sans jamais revendiquer une quelconque copropriété de leurs travaux. Il défendait aussi l'idée, nouvelle dans les années 60, que la thèse n'est pas seulement une formation pour la recherche, mais aussi par la recherche. Les docteurs peuvent donc très bien travailler hors de l'université, dans des entreprises, disait-il. Et dans les années 90, il cofonde l'association Bernard Grégory pour faciliter l'insertion des jeunes docteurs hors du monde académique. Pour Jacques Friedel, la meilleure justification de la recherche universitaire, c'est qu'elle irrigue et stimule l'enseignement. Elle empêche les programmes de second et même de premier cycle de se scléroser. Il rajoute « Cela est bien évident pour les enseignements de recherche au niveau 3e cycle. Et je peux attester personnellement, le personnellement c'est lui, combien enseignement et recherche ont interféré chez moi. » Je pense que nous sommes nombreux à vouloir là encore s'approprier ces paroles et qu'elles résonnent spécifiquement aujourd'hui. Jacques Friedel était donc très engagé dans la rénovation de l'enseignement des sciences dans notre pays. Je voudrais noter qu'il soutiendra sans réserve l'action menée à l'école primaire par Georges Chapak, lui aussi prix Nobel de physique, sous le nom de la main à la pâte. Il avait aussi présidé l'Observatoire national de la lecture lors de sa création en 1996. Et lors d'une rencontre avec des jeunes, organisée par l'Académie des sciences en 2012, il avait confié avoir hésité, étant jeune, entre les lettres et les sciences. Il disait qu'on a tout à gagner à avoir d'autres passions que juste ce que l'on va faire plus tard dans la vie. Jacques Friedel est bien sûr un monument de la physique française. Il est l'un des pères fondateurs de la physique du solide en France. Et puis, il y a eu toutes ces récompenses, cette reconnaissance avec la médaille d'or du CNRS en 70. Il était le premier Français lauréat de la Acta Materiala Gold Medal en 83, le prix Olvec en 64. Il est bien sûr élu à l'Académie des sciences en 77, en sera le président de 92 à 94. Il est aussi membre de nombreuses académies des sciences étrangères et docteur honoris causa de nombreuses universités. Il est élu à l'Académie des technologies en 2000 comme membre fondateur. Il fut président du comité consultatif de la recherche scientifique et technique. Je ne vais pas y revenir, mais Alain a parlé de beaucoup d'actions et d'impact. En particulier, il est nommé en 1994 par François Bayrou, président de l'Observatoire national de la lecture, et il exercera ses fonctions jusqu'en 2001. Et puis, quelque chose qui a beaucoup compté pour lui, même si ce n'était pas un homme qui cherchait justement, mais c'est cette remise de Grand Croix de la Légion d'honneur en juillet 2013, décoration qui lui a été remise par le président de la République. Jacques Friedel était donc un visionnaire dans toutes les dimensions de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Et dans toutes ses actions et tout au long de sa vie, Jacques Friedel a raisonné d'abord en termes de service à rendre à la science et au pays. Il a été un véritable pionnier, un bâtisseur d'une communauté de la physique du solide de la région parisienne et bien au-delà. Compte tenu de sa hauteur de vue, de la clarté de ses opinions, Jacques Friedel a été pendant des décennies sollicité pour participer à d'innombrables comités de sages, dits de sages, ou des groupes de réflexion. Il acceptait le plus souvent parce que, disait-il, il voulait peser à sa place, et pas la dernière, sur les priorités de l'action gouvernementale en matière de recherche. D'autre part, côté enseignement, son positionnement personnel par rapport aux études et aux diplômes a toujours montré sa capacité, sa volonté à dépasser les clivages entre grandes écoles et universités, attentif aux ponts
et aux collaborations plus qu'aux différences. Et oui, l'histoire est probablement un éternel recommencement. Et Jacques Friedel doit regarder ce chantier scientifique, économique et urbain de Saclay avec intérêt et regret que cette histoire n'avance pas plus vite. Peut-être subit-elle aussi les oscillations de Friedel, qui trouvent leur origine dans les défauts de la matière. Je voudrais finir ce petit tour d'horizon de la vie de Jacques Friedel par une nouvelle citation qui montre bien combien il a fait partie de l'histoire avec un grand H et bien sûr aussi de notre histoire à nous en local plus particulièrement. Il disait souvent « J'appartiens à la petite cohorte d'universitaires qui, avec ses faibles moyens, a aidé à allumer cette explosion dans les années 50 et qui l'a vécue dans les années 60. » Je vous remercie.